Je me réjouis de voir un certain nombre de messieurs dans la salle, parce que quand on parle des enfants, en général, l'équilibre des genres peut être discuté, disons. Bon, euh, donc j'interviens ici, je m'exprime en tant que chercheur en psychologie de l'enfant et de l'éducation. Et avec les membres de mon équipe, je considère que notre rôle est par nos recherches, il faut d'abord du temps pour réaliser les recherches, pour les publier, mais notre rôle, à mon sens, est aussi de contribuer au mieux au développement des enfants, quelles que soient les contraintes qui pèsent sur eux, qu'il s'agisse de contraintes développementales, handicap, contraintes sociales, difficultés familiales, etc., difficultés socio-économiques. Et je pense que c'est également le rôle des institutions auxquelles ils sont confiés. Alors, je ne vais donc pas apporter forcément des réponses. Je vais essayer de vous donner des éléments qui peuvent peut-être être utiles pour réfléchir en termes de politique de la ville, de politique des temps des enfants, qui ne sont pas complètement indépendants des temps des adultes, évidemment. Alors, j'ai un fil à la patte, donc je ne vais pas pouvoir me déplacer beaucoup, ça m'ennuie, mais bon, ça marche aussi si j'ai un... Ah bah oui, je préfère. Merci. Bon, parce que je suis tellement assise souvent que c'est plus agréable de pouvoir bouger un peu. Alors, qu'est-ce que nous savons du temps des enfants? Je serais tentée de dire pas grand-chose, parce que nous avons des enquêtes INSEE sur le temps des adultes, mais aujourd'hui, sur le temps des enfants, il n'y a pas d'enquête. Et j'ai moi-même sollicité dans l'étude longitudinale française depuis l'enfance, j'étais dans le groupe de pilotage jusqu'à l'année dernière, l'idée qu'on puisse interroger les enfants de cette enquête ELF sur 20 000 enfants, de la naissance à l'âge adulte. Ils sont nés en 2011, nos enfants ELF. Donc on puisse interroger les enfants ELF, entre guillemets, sur leur temps de vie. À quelle heure ils se lèvent, à quelle heure ils se couchent, avec les différents jours de la semaine, les différentes périodes, alternance, vacances scolaires et autres activités. Et qu'est-ce qu'ils font entre le temps du lever et le temps du coucher, avec qui et où? Voilà un peu les interrogations. Alors, j'ai aucune réponse à vous apporter parce que l'enquête n'est pas réalisée. Mais je voulais juste vous dire qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas quelles sont les variations des temps des enfants entre rural et urbain. Donc vous êtes plutôt sur l'urbain. Entre les garçons et les filles, aux âges différents, dans les différents milieux sociaux. Bon, alors vous me direz, on n'a qu'à repartir. Hein. Bon. En fait, je vais essayer d'approcher des éléments de réflexion sur ces temps des enfants. Et je voudrais d'abord partir des besoins des enfants. Parce que discuter du temps ne prend sens, à mon avis, que par rapport aux besoins des enfants. Alors ces besoins, ils sont connus par de nombreux travaux. Il y a des choses qui peuvent paraître évidentes. Il y en a qui ont été travaillées beaucoup dans le cadre de recherche, parce qu'il s'agit évidemment de besoins physiques et de besoins psychologiques. Alors, je pars toujours des besoins vitaux parce qu'on n'est pas sûr que même dans notre société, ils soient tous assurés. Les besoins de nourriture, nourriture équilibrée, quotidienne, les besoins de sommeil, les rythmes de vie, la santé, etc. Et puis les besoins psychologiques, c'est-à-dire affectifs, cognitifs, les besoins de langage, motricité, etc. Alors ces besoins psychologiques, on peut les résumer rapidement. Le besoin d'un attachement sécurisé à des adultes, en petit nombre d'ailleurs, qui assurent protection, en qui on peut avoir confiance. Sur les relations avec les adultes et les enfants, en termes de socialisation, de culture. C'est le besoin de comprendre et d'apprendre, c'est le besoin d'être reconnu dans ses compétences. Et puis c'est aussi le bien-être, qui est l'un des thèmes de recherche de mon équipe, dans ses dimensions objectives et subjectives,
individuelle et sociale, parce que le bien-être tout seul n'existe guère. On est bien aussi, on se sent bien avec les autres, ou au milieu des autres. Et puis ce sont bien sûr les interactions entre développement physique et développement psychologique. Bon, rappelons que nous avons un certain nombre d'enfants pauvres en France et dont le nombre augmente. On s'est beaucoup focalisé sur faut-il avoir un papa et une maman, est-ce qu'avec deux papas, deux mamans, bon, ce qui touche une minorité d'enfants dans des modèles familiaux différents. On a beaucoup moins entendu de débats dans la presse sur les millions d'enfants pauvres que nous avons en France. Alors, à propos du temps, il faut d'abord rappeler que les contextes de vie des enfants sont multiples, ce qui suppose des responsabilités partagées. Alors, le premier contexte de vie, dès la naissance, pour la majorité, l'immense majorité des enfants, c'est bien sûr la famille. C'est aussi l'accueil préscolaire pour un certain nombre d'entre eux, puis l'école, qui va structurer beaucoup du temps des enfants. Puis c'est le quartier comme milieu de vie, les lieux de loisirs. Et ces contextes de vie supposent des relations avec des adultes et avec d'autres enfants. Et ce que nous savons aussi, c'est que les enfants ont besoin de régularité, ce qui ne veut pas dire de la monotonie, mais pouvoir avoir des repères. Et ils ont besoin de stabilité aussi pour se construire. Et finalement, on se demande quelquefois si l'école n'est pas le seul contexte stable pour une majorité d'enfants. Quand les familles changent, quand on peut déménager, quand on va d'un lieu à l'autre, etc., etc. Donc je pense que ces éléments sont à prendre en compte en considérant que chacun a un rôle spécifique dans le développement de l'enfant et les adultes de la famille, de l'école, etc., doivent agir ensemble en concertation pour contribuer au bien-être des enfants. Alors, bon, on ne va pas détailler, et puis je ne veux pas vous embêter avec des cadres théoriques, mais c'est pour vous montrer un peu la complexité de la situation. C'est un modèle écologique du développement que nous utilisons, nous sommes un certain nombre à l'utiliser en psychologie du développement de Uri Bronfenbrenner, qui met les interactions au cœur du développement, avec l'idée que les enfants vivent... les enfants... Attends, mince. Les enfants, bon, ils ont des caractéristiques individuelles, le sexe, l'âge, la santé, etc. Et ils vivent au sein d'un microsystème qui est la famille, l'école, les groupes de pairs, PIRS, éventuellement un groupe religieux, les services de santé, le voisinage, les aires de jeu, etc. Et ces éléments du microsystème échangent entre eux, échangent des valeurs ou s'opposent sur des valeurs, sur des modes d'action, etc. Et tout ça au sein d'un système plus large qui comporte les amis de la famille, les voisins, les services légaux, les services sociaux, les masses médias qui structurent aussi la vie des enfants. Et puis, il y a aussi les attitudes, les idéologies, la culture, des groupes dans lesquels se trouvent les enfants. Et puis, on pourrait même ajouter ce que Bronfenbrenner appelle un chronosystème, avec justement le temps, avec une perspective socio-historique et le temps de la vie et la succession des événements dans la vie qui construisent aussi le développement. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce modèle, mais c'était juste pour essayer de vous faire toucher du doigt un peu la complexité des variables, des valeurs, de tout ce qui constitue l'environnement de l'enfant, y compris en tant que personne, en tant que service, et même en tant qu'idéologie qui se complètent ou qui se confrontent, ou voire qui se contredisent, amenant quelquefois les enfants dans ce qu'on appelle, les sociologues appellent, des conflits de loyauté, comment être loyal à la fois aux valeurs familiales et aux valeurs de l'école ou du centre aéré ou que sais-je. Et je voulais juste souligner qu'un changement dans l'une des composantes d'un système va aussi avoir une influence sur les autres. Donc quand on touche à un côté, on va aussi modifier d'autres équilibres, peut-être pour retrouver de nouveaux équilibres.
Alors, d'une génération à l'autre, bien sûr, les enfants ont des besoins identiques, ça c'est aussi une question de temps, mais force est de penser aujourd'hui à un monde en changement. Les bébés sont échographiés en 3D avant même leur naissance. Moi, comme beaucoup de grands-parents, j'ai eu une petite carte dans une enveloppe lors d'un déjeuner chez mes enfants et il y avait la première échographie du petit frère de ma petite fille, vous voyez. Donc, on a des enfants qui naissent dans un monde numérisé, sans problème. Je faisais hier, justement, un Skype avec ma petite fille. Je lui montrais le livre que j'avais acheté pour elle. Et elle me dit, bah, tu me le lis. Ça posait aucun problème sur l'écran que je lui lise le livre. Montre-moi bien les images, etc. Elle sait que je ne suis pas à côté, mais bon, voilà. Donc, ils vivent dans un monde d'écran. Il y a les tablettes, les smartphones, les ordinateurs, les jeux vidéo. Alors les besoins d'apprentissage, oui, il y a des besoins d'apprentissage nouveaux. Lire, écrire, compter, on en entend parler en ce moment, mais aussi beaucoup d'autres choses, j'y reviendrai. Et puis il y a la question des temps de jeux libres, des jeux dehors aussi, et du temps d'interaction avec les adultes. Alors ça pose également la question des compétences à développer pour demain. Donc oui, effectivement, lire, écrire, compter, mais pas tout à fait comme hier, parce que les outils technologiques modifient nos rapports à l'écrit, au nombre. Et puis c'est aussi la communication dans les langues, et pas seulement dans la langue nationale, la langue d'enseignement. Je rappelle souvent que plus de la moitié des êtres humains sont bilingues à la surface du globe, et nous avons beaucoup d'enfants, même tout petits, qui ont dans leur famille une autre langue que le français. Dans une étude qu'on a fait pour la ville de Nantes sur les multi-accueils et les programmes de prévention des difficultés du langage, on avait, selon les multi-accueils, 25 à 30% des enfants dont les familles avaient une autre langue que le français. Mais on ignore souvent ces dimensions-là pour rester sur des vieux modèles. Et puis les besoins, c'est aussi les besoins de communication, les besoins de créativité, les compétences aussi pour innover. Donc tout ça, ça doit être considéré dans les aménagements des temps pour les enfants, me semble-t-il. Et puis, il y a les changements des modes de vie, des activités partagées avec les adultes. Bon, je ne vais pas le développer, ce n'est pas mon domaine d'expertise proprement dit, mais je reprendrai cette formule de Singly, le sociologue. Il disait, en fait, aujourd'hui, dans les familles, souvent, il s'agit d'être libre ensemble. Chacun faisant quelque chose de son côté, avec des univers qui peuvent être très personnalisés mais très cloisonnés aussi, chacun devant son écran, dans sa chambre, etc. Sauf que les enfants n'apprennent pas tout seuls. Il faut le rappeler. Alors la qualité de vie des enfants, c'est aussi un domaine tout à fait important qui prend de l'importance au niveau international aujourd'hui. C'est-à-dire quelle est leur satisfaction dans plusieurs domaines de vie, le bien-être physique, social, économique, psychologique. Il y a des aspects objectifs du bien-être, l'accès à l'éducation, à des services de santé, la qualité d'un logement, etc. Mais on travaille de plus en plus sur les aspects subjectifs du bien-être. Et on considère les enfants comme des acteurs de leur développement et aussi comme des experts sur leur propre vie qui ont à témoigner de la façon dont ils vivent dans leurs différents contextes de vie et qui auront à témoigner de leur satisfaction de vie. Et on voit qu'ils apportent souvent des expertises et des points de vue qui sont complémentaires à ceux des adultes. Ce n'est pas complètement orthogonal, mais ils apportent quelque chose de plus, une expertise, oui, j'utilise ce terme, par rapport à ce que peuvent en dire les adultes. Et on prend aussi en compte la vie des adultes sur la qualité de vie des enfants, qu'il s'agisse des parents ou des éducateurs au sens large. Donc, il faut aussi distinguer les domaines de vie importants pour l'enfant, et ça va varier aussi avec l'âge, on l'a montré dans nos travaux. Et on va retrouver, en gros, les questions des relations paritaires et familiales, de l'environnement scolaire, les questions d'autonomie, d'indépendance, qui sont au cœur de la qualité de vie des enfants telle qu'ils la ressentent, perçoivent.
Bon, alors, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, c'est un modèle de qualité de vie, une qualité de vie générale, alors objectif, subjectif, objectif le bien-être matériel, le logement, les relations sociales, l'éducation, la santé, et puis la qualité de vie et le bien-être subjectif, ça renvoie à l'affectivité, les affects positifs, négatifs, je suis heureux, je ne suis pas heureux, je me sens bien, je me sens pas bien. Et puis la satisfaction de vie par rapport à l'école, la famille, les amis, le cadre de vie et par rapport à soi-même. Et très jeunes, hein, même dès la maternelle, les enfants sont en mesure de répondre à des questions sur leur qualité de vie pour peu qu'on utilise une méthodologie adaptée à leur possibilité d'expression. Alors quand on regarde la qualité de vie des enfants dans les comparaisons internationales, je m'appuie notamment sur le rapport UNICEF 2016 Innocenti qu'on peut télécharger, hein, qui porte sur le bien-être des enfants dans les pays riches, qui utilise pour la première fois au niveau international justement des auto-évaluations des enfants. La France se classe 28e sur 35 pays pour la satisfaction de vie des enfants. C'est peut mieux faire, quoi. Hein, bon. Et le directeur d'UNICEF France disait qu'on a un déploiement inégal des services et des ressources au détriment des enfants les plus vulnérables. Alors, quelles étaient les recommandations de l'UNICEF dans ce rapport ? Protéger les revenus des foyers avec les enfants les plus défavorisés, améliorer la réussite scolaire des enfants les moins avantagés, promouvoir et soutenir des modes de vie plus sains pour tous les enfants, ça rejoint probablement davantage vos préoccupations. Prendre en compte le bien-être subjectif, moi j'imagine pas qu'on puisse travailler sur les temps de vie sans prendre en compte le point de vue des enfants. Et c'est aussi placer l'équité au cœur des programmes pour le bien-être des enfants. Et j'aime bien cette citation de Sarah Cook. Le bien-être des enfants, quel que soit le pays, n'est pas la conséquence inévitable de circonstances individuelles ou de niveau de développement économique, mais dépend de choix politiques. Alors, on va repartir, si vous voulez, un peu dans les âges de la vie, et puis après, on parlera de quelques temps de la vie dans la journée. Bon, l'éducation de la petite enfance, les moins de 6 ans en France, on en a à peu près 100%, 99%, qui sont à l'école à partir de 3 ans. Donc pour eux, c'est du temps scolaire et du temps périscolaire. Les moins de 3 ans, ils sont 2,4 millions, 2,5 millions. La majorité est gardée par les parents, autant dire par la mère, c'est 50% sur Paris. 18% par une assistante maternelle, 10% en accueil collectif, 4% par les grands-parents, 2% par un personnel à domicile, ce qui monte à 13% pour les cadres, évidemment, puisque c'est le mode de garde ou d'accueil le plus onéreux. On a un accueil inégalitaire des moins de 3 ans, puisque 20%, pour 20% des milieux les plus aisés, ils ont 69% un autre accueil que les parents. Hein. Donc dans les familles les plus aisées, la très grande majorité a un autre mode d'accueil que l'accueil, que la garde par les parents, c'est-à-dire par la mère essentiellement. À l'opposé, dans les milieux les plus modestes, 9% seulement ont un autre accueil donc extra-familial, et c'est essentiellement la crèche, compte tenu des coûts, des aides, etc. Puis la forte réduction de la scolarisation des 2-3 ans au début des années 2000 a exercé une pression en plus sur l'accueil des moins de 3 ans. On a une reprise légère depuis 2013, puis la loi de la refondation et ce qui a été fait spécialement. Donc, on a une partie des tout-petits qui se partagent déjà entre la vie familiale et un autre mode d'accueil avec des inégalités importantes selon les conditions socio-économiques. Alors après, quand on arrive à l'école, je vous ai mis ici une comparaison des rythmes scolaires à l'école primaire, donc en France avant la réforme de 2012 et en Europe, parce que c'est plus difficile d'en parler après la réforme de 2012, vu la manière dont elle a été appliquée de façon très différente, en contournant même les objectifs de cette réforme dans certaines communes. Donc en France, la journée scolaire était de 6 heures pour 3 à 5 heures en Europe. La semaine scolaire de 4 jours pour 5 ou 6 jours en Europe. L'année scolaire la plus courte en France, 144 jours pour 180 jours en moyenne.
Et donc, on avait des temps scolaires inadaptés aux besoins des enfants, les journées les plus chargées, les jours d'enseignement les moins nombreux. Alors, il y a des villes comme Nantes où on a joué la carte effectivement de l'aménagement des rythmes scolaires, dont les deux objectifs, je rappelle, c'était justement de répartir les temps d'apprentissage sur 4 journées et demie et pas seulement 4 jours, et puis de dégager du temps chaque jour pour permettre à tous les enfants d'accéder à des activités que je vais qualifier rapidement de socioculturelles, auxquelles une partie d'entre eux n'avaient pas accès parce que les ressources culturelles, financières des familles ne permettaient pas à tous les enfants cette ouverture à d'autres activités que les activités scolaires. Alors, bon, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, sur ces rythmes. Moi, j'ai participé à la demande de Johanna Roland à la concertation pour, enfin, la mise en œuvre de la concertation pour la réforme des rythmes scolaires. Et évidemment, c'était assez remarquable la démarche à Nantes, puisqu'on a consulté largement, il y a eu des enquêtes auprès des familles, toutes celles qui ont répondu dans un premier temps ont pu participer à une enquête ensuite par Internet. On a interrogé, on s'est concerté avec les éducateurs, avec les enseignants, etc., etc. Beaucoup de partenaires là-dedans, et j'avais remarqué que les seuls qu'on n'interrogeait pas, c'était les enfants, comme d'habitude. Donc j'ai suggéré qu'on demande aux enfants ce qu'ils pensaient de cette réforme des rythmes un an après leur mise en place. Et donc, comme j'avais une doctorante qui va d'ailleurs soutenir sa thèse demain à Nantes, qui était en contracifre au service de réussite éducative de la ville de Nantes, je lui ai demandé de mettre en œuvre cette enquête. On l'a donc réalisée, puisque ça intéressait les élus, les responsables de la ville de Nantes. Et j'ai eu la bonne surprise de voir après que dans les documents de communication, c'était même ça qui était mis en avant dans la présentation. Vous voyez. Ce qui faisait une originalité. J'étais pas mal sollicité après par d'autres villes. Et je n'ai pas pu répondre à ces sollicitations qui voulaient le mode d'emploi pour interroger les enfants sur leur réforme des rythmes scolaires. Donc, qu'est-ce que nous apprenait la chronopsychologie? Il y avait un consensus avant la mise en œuvre de cette réforme. On peut citer plusieurs auteurs que j'ai mis entre parenthèses. On sait qu'aucun enfant n'est attentif ou réceptif pendant 5h30 de travail pédagogique, même si elles sont interrompues ces moments par des moments de détente. On le chiffre à 3h30 d'attention possible au CP ou au cours élémentaire, 4h30 au cours moyen, première et deuxième année. On sait que la réceptivité optimale, elle est entre 9h et 11h d'une part, et puis 15h, 16h30 après. Les signes de fatigue augmentent de 9h à 9h30, de 11h à 11h30, et puis de 14h30 à 15h. On sait aussi que la semaine de 4 jours désynchronise les rythmes des enfants. La semaine de 4 jours et demi, ça permet d'alléger la journée, et ça donne une approche plus globale de l'éducation, avec les activités dites complémentaires, culture, sport, jeux, etc. En fait, on a des temps scolaires qui sont généralement conçus pour satisfaire les besoins des adultes ou les possibilités, parce que gérer du transport, gérer du temps d'intervenant, gérer des locaux, et ben, ça crée des contraintes qui vont s'exercer, bien sûr, sur les temps des enfants. Mais moi, j'ai toujours insisté là-dessus en disant qu'il faut respecter les réticences de nombre de parents, parce que toucher au temps, c'est toucher à l'intime. Et c'est difficile de changer ces temps de vie. Il y a des questions d'organisation, il y a des questions de coûts, etc. Donc, dès qu'on aménage du temps, on touche vraiment à l'intime de chacun. Et il faut voir qu'est-ce que ça va changer dans sa vie. Voilà. Alors, des rythmes respectueux des besoins des jeunes enfants, du point de vue de l'école, c'est limiter la journée à 5 heures d'enseignement maximum. Vous voyez qu'on en est un peu loin. Ne pas commencer trop tôt les cours vers 9h plutôt que 8h30. Sauf que quand vous mettez même du temps de garderie avant. Hein.
Avoir une longue pause méridienne de 2h à 2h30 avec des activités calmes après les déjeuners, donc des activités des locaux adaptés. Reprendre vers 14h, 14h30 au lieu de 13h30. C'est privilégier les activités sportives ou culturelles, y compris de détente, après 16h. C'est pas forcément des activités super organisées et à mobilisation cognitive, hein. La détente, ça peut être buller dans des coussins en regardant un livre ou en rêvant, hein. C'est donner une matinée de plus aux enfants, donc là c'est le mercredi matin en général, c'est assurer une continuité des rythmes au lieu de créer une rupture dans la semaine. C'est aussi alléger les programmes scolaires, ça on n'y a pas trop touché, hein. Et puis le travail personnel, bon, enfin, j'ose à peine le dire et le redire, hein, pas de devoir à la maison pour les jeunes enfants, pas de devoir écrit, c'est depuis 1956 dans les textes. Alors il y a deux solutions, soit on le vire des textes pour mettre en accord avec les pratiques les plus fréquentes, et peut-être qu'on va s'orienter vers ça, hein, on ne sait pas. Ou alors on essaye de respecter cela, mais vous comprenez bien que quand on externalise aussi le travail avec l'aide aux devoirs, y compris avec des associations de bénévoles ou avec du soutien Academia coté en bourse, selon les moyens et les classes sociales, si on ne veut pas avoir recours à ça, ça interroge le suivi des enfants, de leurs difficultés d'apprentissage sur le temps scolaire, hein. Donc quand ça coince à l'école, si on externalise en renvoyant aux consultations paramédicales de tout poil, les psys, les orthophonistes, etc., ou bien à l'aide aux devoirs ou aux trucs de soutien, il y a des associations qui sont très financées, hein, bien qu'on ait démontré nous-mêmes, après d'autres, écoles d'économie de Paris et autres, que ça n'aide absolument pas les enfants à régler leurs problèmes d'apprentissage. Je pense à coups de pouce-clés, à des choses comme ça. Bref, là aussi, il y a des choix politiques, hein. Alors voilà ce que disaient les enfants que nous avons interrogés à Nantes sur l'accueil périscolaire. Parce qu'on a fait tout bien une enquête normale, et que nous, quand on fait une enquête, on rend les comptes, hein, après à ceux qui ont bien voulu nous répondre, enfin d'une manière ou d'une autre. Donc là, je vous ai mis les résultats de l'enquête tels qu'ils ont été communiqués aux enfants qui avaient participé en accueil périscolaire. C'était des CM1 et des CM2. Des CM2. Il y a eu aussi une autre forme de prise en compte du point de vue des enfants de maternelle, en dehors de nos activités de recherche, par les éducateurs eux-mêmes, avec un petit théâtre de papier où on essayait de faire exprimer aux enfants leurs intérêts. Alors, on leur distribuait des flyers pour annoncer qu'on allait revenir leur présenter les résultats, hein, après avoir analysé tout ça, fait des statistiques sur les réponses des enfants, etc. Et on leur disait, tu te souviens, tu as participé à une enquête et donné ton avis sur le périscolaire. Alors on vient vous donner les résultats de l'enquête. Certains d'entre vous n'ont pas forcément répondu, ce que la majorité des enfants a répondu. C'est normal et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas pris en compte votre avis. Pour expliquer comment ça marche, les résultats d'une enquête. Ah mais moi j'ai pas dit ça. Bah oui, mais on a mélangé tous les avis, tu comprends. Bon. Alors la majorité des enfants est contente du périscolaire et surtout du temps de midi qui a pu être allongé. Alors les activités préférées, c'est les activités informatiques, les jeux collectifs et les jeux à l'extérieur. On va y revenir sur l'extérieur. Et s'ils n'allaient pas au périscolaire, on leur demandait qu'est-ce que vous feriez. La majorité des enfants souhaiteraient aller chez des copains, faire du sport ou faire des jeux en famille. Faire des choses avec les parents ou frères et sœurs si on en a, etc. Alors, les aspects négatifs, la majorité des enfants voudraient plus de temps pour se détendre. Les activités doivent être plus variées. Ah oui, mais contradiction entre les moyens, les animateurs disponibles, les plannings à faire, et voilà. Il y a trop de bruit. Alors ça, on l'a entendu notamment en ZEP, où les enfants se plaignaient du bruit, du fait que les animateurs, quelquefois, criaient trop sur eux. Voilà. Et
il disait, il faut faire des activités proposées par les enfants. Demandez-nous notre avis, plutôt que toujours décider à notre place de ce qui est bien pour nous. Voilà, alors on disait ben, merci à toi, merci à tes parents, puisque nous, quand on interroge les enfants, on demande toujours l'autorisation des parents, même si c'est sur le temps scolaire, mais là c'était sur du périscolaire. Voilà. Et donc, merci à toi et à tes parents, et ça va nous aider. D'ailleurs, les enfants trouvaient qu'on faisait des recherches drôlement intéressantes. Hein. Ils ne savaient pas que c'était ça le métier de chercheur. Alors, on a peut-être déclenché des vocations, on ne sait pas. Voilà, et c'est donc Camille Chevalier, doctorante, en principe docteur de Massoir, qui a réalisé cette enquête auprès des enfants. Alors j'en viens aux relations, parce que vous voyez, après ce court extrait, on voit l'importance que les enfants accordent aux relations avec les autres, aux relations dans la famille. Les enfants vivent simultanément dans des sphères d'influence de la famille et de l'école, disait Michel Dolé. Ceci implique que ces deux communautés éducatives coopèrent et interagissent dans le développement sain de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose qu'en France, on fait encore assez mal, même si c'est inscrit dans la loi de la refondation. On traîne une histoire, hein, des relations distantes, dirons-nous, entre l'école et les familles. Favoriser le passage de la famille à l'école et leur coopération pour éviter à l'enfant ce qu'on appelle des conflits de loyauté. C'est aussi impliquer les parents dans les réussites de leur enfant et pas toujours les convoquer quand il y a des difficultés. Parce que ça va aussi participer de ce qu'on appelle une aide à la parentalité, qui est beaucoup plus développée dans les pays d'Europe du Nord que chez nous, ce qu'on appelle une pédagogie sociale, avec des interventions qui touchent à la fois aux enfants et à leur famille. Ce qui veut dire que ces démarches-là, elles impliquent l'école, les institutions, les collectivités, les associations, autant pour l'exemple du secteur petite enfance ou du périscolaire et bien d'autres encore. Alors, j'en viens maintenant au temps de vie dans l'intime. Les temps de vie, c'est d'abord du sommeil, c'est très important. Hein, puisque c'est aussi pendant notre sommeil que nous construisons notre cerveau, que nous mémorisons, que nous rêvons, donc ce qui nous permet de planifier aussi des actions à venir. Hein, on en sait aussi beaucoup plus sur le rêve aujourd'hui. C'est du temps de jeu, c'est du temps d'écran, c'est du temps entre contrainte et liberté. C'est du temps de vie familiale, les questions d'autonomie, de responsabilité. C'est du temps parental et des interactions. Et puis, c'est toujours la question du bien-être des enfants. Bon, j'aime bien le chat de Gueuluc. Je me demande parfois si ce n'est pas perdre son temps que d'essayer de rattraper le temps perdu. Alors les temps de sommeil, vous savez qu'il y a des temps de sommeil recommandés. Bon, j'ai pris cette source-là parce que je la trouvais assez claire comme illustration. Il y a un dossier sur le sommeil dans Sciences et Avenir de ce mois-ci, où vous allez retrouver un peu les mêmes données, mais avec des articles par âge de la vie, donc ça peut aussi être intéressant. Alors, vous avez les heures de sommeil en vert en durée recommandée et puis en durée acceptable, parce qu'on peut aussi dormir un peu moins, dormir plus. Vous savez, ces choses-là, c'est un peu comme ce que savent faire les enfants à tel âge, ce qu'on appelle des normes de développement. Il ne faut pas les voir comme des normes rigides, il faut les voir comme des points de repère. Et on a une grande diversité interindividuelle. Donc, parmi les adultes comme parmi les enfants, il y en a qui sont plutôt, qui ont un tempérament de petit dormeur et d'autres de gros dormeurs. Donc, voilà les marges, les écarts possibles, qui ne sont pas des écarts pathologiques, disons. Mais vous voyez, les petits de 3 mois, 0,3 mois, c'est 14 à 17 heures de sommeil. Je vous lis ce qui est écrit dans les heures de sommeil recommandées. 4-11 mois, on passe à 12-15 heures. 1 an, 2 ans, c'est 11 heures, 14 heures. 3-5 ans, c'est une durée de sommeil recommandée entre 10 heures et 13 heures. 6-13 ans, 9-11. 14-17, c'est 8-10 heures. 18-25, 7 heures, 9 heures. Pareil pour les 26-64 ans. Enfin, 18 à 64 ans, c'est à peu près pareil.
même si la durée acceptable va se réduire. Et puis, bah, les personnes plus âgées, les plus de 65 ans, dorment moins, ont moins de besoin de sommeil, 7 heures à 8 heures, avec souvent du sommeil plus fractionné que chez les plus jeunes. Bon, je vous laisse le soin de regarder si ça correspond un peu au temps de sommeil des enfants ou des adolescents qui sont autour de vous. Le jeu, les temps de jeu. Je parle plus de l'école, là, je parle des temps de jeu. Aujourd'hui, le jeu est beaucoup plus dévalorisé qu'il l'a été. Pour les jeunes enfants, on considérait que le jeu, c'était vraiment essentiel. Depuis quelques dizaines d'années, les pressions sur les performances à tous les niveaux touchent aussi les performances des enfants. Donc des jeux, oui, mais des jeux éducatifs. J'ai été interrogée par un quotidien national il y a quelques jours sur les jeux éducatifs. Qu'est-ce que vous en pensez avant la période de Noël? Bon, le jeu d'accord, mais faut que ça serve à quelque chose. Or, le jeu, ça sert à jouer pour un enfant. C'est la seule justification. Hein, ça sert à jouer, à découvrir, à rêver, etc. On apprend à travers le jeu. Bon. Alors, on n'a pas d'enquête en France, à ma connaissance, mais aux USA, j'avais trouvé une étude qui comparait le temps de jeu de 1997 à 2003. 8 heures en moins de jeux libres et spontanés par semaine. Suppression de la récréation dans 30 000 écoles. Tout sur les apprentissages. Hein. On va pas perdre du temps dans la récré quand même. Hein. Alors, quand on sait que ce qui se passe aux USA nous tombe dessus de manière décalée, jouer dehors a baissé de 50%. Et les loisirs passifs hors temps de télévision sont passés de 30 minutes à 3 heures. En France, une étude de médiamétrie disait que dès 4 ans, on avait 2h15 d'écran de télévision par jour. Donc, vous voyez, les enfants réclament de pouvoir jouer librement, de pouvoir jouer dehors. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se mettent pas devant la télé eux-mêmes, mais bon, ils n'y sont pas tout seuls non plus, un certain nombre de cas. Revaloriser le jeu, pourquoi ? Parce qu'on sait que d'abord c'est un mode d'expression essentiel pour les enfants, mais ça prévient aussi les difficultés d'apprentissage. On a vu que des enfants qui jouent exercent toutes sortes de talents dans le jeu qui leur sont utiles dans les apprentissages plutôt de type scolaire. C'est de la concentration, c'est de la mémorisation, c'est résister à de l'échec, recommencer. Moi, je plaide quelquefois pour les jeux vidéo en allant à contre-courant d'un certain nombre de discours, parce que quand vous essayez de libérer la princesse en gravissant les différents mondes et que Vlan, vous êtes rétamé à la 2e porte et vous repartez en arrière et tout, mais vous voulez arriver à la 3e, ben, il faut dépasser cet échec-là et recommencer, persévérer. On l'utilise d'ailleurs en psychothérapie dans un certain nombre de cas, vous voyez. On sait aussi que des enfants qui jouent, qui ont passé du temps en récré, à jouer librement, à gambader, etc., sont plus attentifs, plus performants ensuite sur le temps de classe. Vous voyez ? C'est aussi un moyen de réduire les inégalités sociales de réussite scolaire, de revaloriser le jeu. Et puis, s'il faut en venir au droit, le droit de jouer, il est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Il ne suffit pas d'avoir voté, hein, la France l'a voté, il faut encore l'appliquer. Hein. Mais bon, on ne va pas parler de ça parce que ça pourrait durer longtemps, hein, le droit des enfants de participer aux discussions dans la famille, dans les lieux d'éducation, de donner leur avis et d'être entendus sur ce qui touche à leur propre vie. Bon. Alors les écrans. Ben oui, le temps d'écran inévitable. Alors là, c'est pareil, j'ai mis cette affiche qui a été développé par Serge Tisseron
Elle est en accès libre aussi, vous pouvez la télécharger. Apprivoiser les écrans et grandir, 3, 6, 9, 12. Donc il donne des... Oh mince, il donne des repères. Mince. Il faut les prendre comme des repères et pas comme des normes, encore une fois, hein, parce qu'il y a des enfants qui sont plus avancés que d'autres, il y a des questions de tempérament, etc. Mais ce sont des repères. Quand il dit avant 3 ans, l'enfant a besoin de construire ses repères spatiaux et temporels, donc pas de télé avant 3 ans. De 3 à 6 ans, il a besoin de découvrir toutes ses possibilités sensorielles et manuelles. Pas de console de jeu personnelle avant 6 ans. De 6 à 9 ans, l'enfant a besoin de découvrir les règles du jeu social. Donc Internet après 9 ans, et pas avant. De 9 à 12 ans, l'enfant a besoin d'explorer la complexité du monde. Et après 12 ans, il commence à s'affranchir des repères familiaux, donc les réseaux sociaux, après 12 ans. Et à tout âge, limiter les écrans, choisir les programmes, inviter l'enfant à parler de ce qu'il a vu. Bah oui, si on considère que l'écran, c'est la nounou qui tient l'enfant tranquille pendant que l'adulte peut faire autre chose, on va considérablement développer l'isolement, la passivité, l'addiction même, hein, qui ne n'est pas que de cela. Il y a aussi des tempéraments addictifs aux écrans comme à des substances, d'autres choses, voire au travail, pour certains. Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les 4 à 14 ans passent plus de 3 heures par jour devant des écrans. On plaide pour qu'on éduque aux écrans et à l'autorégulation les 6-10 ans, en commençant avant. Ça passe par des interdictions, ça passe par de l'accompagnement. Hein, il faut apprendre des règles quand on est tout petit, ça fait mal, mais ça fera encore plus mal de les apprendre plus tard. La loi aussi s'imposera à tous, mais autant l'apprendre quand on est petit. 12 ans et plus, ben, c'est le problème des usages nocturnes nocifs, c'est-à-dire que bien des ados ont le smartphone sous l'oreiller et réagissent au premier SMS à toute heure de la nuit. Alors, si vous mettez ça en lien avec les besoins de sommeil, etc., vous voyez les difficultés dans lesquelles on va se trouver. Et puis, c'est aussi alterner les médias numériques et non numériques, bien sûr. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas des règles strictes, mais ce sont des points de repère. Moi, je suis frappée quand je prends un avion de nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais je me trouve souvent derrière le rang des bébés, là, mais les nandos. Et ils ont tous des tablettes pour tenir pendant les vols, tous. Alors, ça peut être un temps, parce que c'est difficile de faire tenir un petit dans un avion. Hein. Enfin, ce n'est pas le cas de tous les enfants, et puis ça ne se fait pas tout le temps. Donc, il faut aussi pouvoir se préserver les enfants. Alors, du temps, pourquoi? Évidemment, les heures quotidiennes d'écran, mais moi, je mets les enfants et les adultes là-dedans, c'est du temps en moins pour les activités en extérieur, c'est du temps en moins pour les interactions, pour les activités partagées entre parents et enfants que les enfants réclament quand on les interroge. Et si on n'avait pas ça, ben moi, j'aimerais jardiner avec mes parents, j'aimerais regarder les étoiles, j'aimerais jouer aux petits chevaux. Bah oui, mais il faut aussi de la disponibilité. Alors les enfants sont beaucoup pris dans des activités contraintes ou décidées par les adultes. Bon, à l'école, c'est la majorité du temps. Mais dans les services ou dans les clubs de loisirs également. Et pour toutes sortes de raisons, les parents tendent à combler le vide, entre guillemets, des temps extrascolaires, en confiant les enfants, alors selon les cas, ça va être au conservatoire, au club de foot ou au centre de loisirs. Voilà, mais c'est ce que j'appelle des activités contraintes, même si les enfants peuvent les accepter volontiers. Ils n'ont pas choisi directement ces temps-là, ils n'ont pas eu le temps de décider ce qu'ils avaient envie de faire.
Alors, est-ce que ces activités contraintes ou décidées par les adultes sont compensées par des temps de jeu libre, par des moments pour dépenser son énergie, pour assouvir ses besoins de mouvement? Et on se plaint beaucoup d'enfants dits hyperactifs, il y en a beaucoup moins qu'on en dit, hein. C'est comme le Beaujolais, ils sont... Bon, enfin bref, beaucoup moins qui sont produits. Euh, Si les enfants, si on leur laisse pas le temps de jouer librement, de décider de ce qu'ils veulent faire, y compris de s'ennuyer, je sais pas quoi faire, ben oui, ben cherche ce que tu vas faire. Décide par toi-même, le temps de choisir ce qui va les intéresser, de pouvoir bouger, s'exprimer, faire des trucs qui servent à rien aussi. Ça va être un peu difficile de former comme ça des adultes créatifs qui décident aussi par eux-mêmes, qui réfléchissent à ce qu'ils souhaitent faire, à leur propre prise de décision, si leur temps est toujours déterminé par les autres. Alors, du temps pour les tâches à la maison. Tout le monde valorise l'autonomie des enfants, hein. Mais donner un coup de main aux adultes à la maison, c'est du temps important. Je veux dire, les enfants vont à l'école. Et les parents travaillent quand ils ont un travail. Mais après, il y a les tâches familiales. Qui les assure? Alors, il y a eu des enquêtes encore récentes qui ont montré que le partage des tâches entre père et mère, quand les deux vivent à la maison, est encore assez déséquilibré. Qu'en 25 ans, je crois qu'il y a un équilibrage d'une heure euh, pour ceux qui en faisaient un peu moins, quoi. Je ne citerai personne, bien sûr, vu dans cette assemblée quand même assez largement masculine. Mais les enfants, on pose rarement la question de la prise de responsabilité des enfants dans les tâches domestiques. Je ne parle pas du travail des enfants, hein. Il y a beaucoup de sociétés, où, y compris la nôtre, où on fait travailler les enfants. C'est pas de ça que je parle. Je parle du partage de ce que nous avons en commun dans la vie familiale. Alors c'est très culturel, ça. J'ai trouvé une étude où on compare 3 groupes sociaux, des Indiens du Pérou, des Polynésiens des îles Samoa et des enfants de classe moyenne à Los Angeles. Et au Pérou, dans ces groupes d'Indiens, il va de soi que les enfants, très tôt, mais dès l'âge d'1 an, participent aux tâches. Ils vont ramasser du bois, ils vont contribuer à la préparation du repas, etc. Ça se discute même pas. Dès qu'ils peuvent marcher, ils participent à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire aux tâches. Pour les Polynésiens d'île Samoa, alors il y a même toutes sortes de plaisanteries sur ceux qui participent pas. Vous voyez, on les pointe du doigt parce que vraiment ils sont juste bons à ce qu'on se moque d'eux, quoi. Et alors, classe moyenne Los Angeles, on a pu noter que on sollicite rarement les enfants pour donner un coup de main dans la vie familiale. Et quand on les sollicite, la mère fait la moitié du boulot avec eux. C'est-à-dire, bon, allez, tu mets le couvert, ben, la mère, elle va mettre la moitié du couvert au lieu de laisser l'enfant faire. Et on le félicite même s'il n'a pas terminé, quoi. D'avoir amorcé le début d'un coup de main. Or, on a montré qu'avoir participé aux tâches ménagères à 3-4 ans a des incidences positives sur la réussite ultérieure, aussi bien par rapport aux relations avec la famille et les amis, même par rapport aux résultats scolaires, et on l'a même montré par rapport à la carrière universitaire et l'indépendance économique à l'âge adulte. En tout cas, on a noté une moindre réussite telle que définie ci-dessus pour ceux qui n'ont pas participé à ces tâches avant 15-16 ans. En gros, quand bon, il faut vraiment s'y mettre et puis qu'on commence à s'émanciper un peu de la vie avec les parents. Vous voyez, c'est aussi des temps qui sont des temps d'apprentissage, des temps d'interaction, des temps de communication avec les membres de la famille. Et ça, on n'en parle pas beaucoup.
Mince. Bah, oui, elles aident beaucoup et on leur parle beaucoup plus dans les contextes d'aide. C'est vrai, non, bah, j'ai pas fait quand j'ai cherché des images. Je sais pas si c'est une fille en haut. Vous croyez que c'est une fille? Ça pourrait être un garçon peut-être. Ah bah de toute façon, les filles dans les contextes d'aide sont beaucoup plus. Vous savez, même les tout petits, on a étudié la façon dont les parents s'adressent aux enfants dans différents milieux sociaux. C'est une étude anglaise assez ancienne. Et il s'avérait qu'on s'adressait beaucoup plus aux filles dans un contexte d'aide et beaucoup plus aux garçons en proportion dans un contexte de jeu. Bon, merci de l'avoir souligné. Je réviserai le truc. Alors, temps parental, moment et espace commun. Parce que parler du temps, ça touche aussi à l'espace. Donc, on peut aussi plaider pour des organisations du travail innovantes pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Il y a des pays où on arrête de travailler à 16 heures. Donc, ça fait quand même une autre organisation de la vie familiale avant d'aller dormir. Plutôt que d'aller chercher un enfant à la garderie à 18h et quelques, de rentrer à la maison, il faut préparer le dîner, éventuellement donner le bain, et puis bah, c'est l'heure d'aller se coucher, hein, on lit une histoire vite fait, et puis zou, dans le meilleur des cas. C'est préserver des moments communs en famille, le travail du dimanche. Peut-être pour les étudiants, pour des seniors. Bon, je vous ai mis ce petit dessin là-haut. C'est chouette de faire les courses le dimanche avec les enfants. J'adore. Ouais, j'aimerais aussi. L'hôtesse de caisse. C'est discuter pour les plus petits du congé de maternité, du congé de paternité. Il y a des pays, plutôt Europe du Nord, où on affiche 8 mois de congé parental et où il y a un temps incompressible pour le congé maternel d'une part et pour le congé paternel d'autre part, et une obligation de les prendre. Alors bon, les pères étaient un peu réticents, puis finalement, maintenant ils prennent au moins 25% de leur congé paternel. Ça crée aussi des temps et de l'organisation. Faut-il des crèches ouvertes 24 heures sur 24, comme en Suède, avec les horaires décalés des parents moi, je ne sais pas. Je pose simplement la question, parce que si les horaires décalés des parents, qui sont des horaires contraints et non choisis, et notamment dans les familles monoparentales, à 85%, c'est maman avec le ou les enfants, si pour des raisons de ressources et autres, les mères n'ont pas d'autres solutions, est-ce que les enfants doivent se voir imposer les temps décalés des mères? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des crèches ouvertes 24 heures sur 24 où la mère ou les parents peuvent laisser l'enfant en fonction de leurs horaires de travail, sans avoir à le réveiller pour le sortir, le déplacer. Mais il y a aussi des familles, je pense à des familles de médecins, je me souviens, c'était déjà assez ancien, à avoir travaillé, c'était à Poitiers à l'époque, quand j'étais au CNRS à Poitiers, en crèche du CHU. Et il y avait de grosses difficultés des très jeunes enfants, parce que avec des parents médecins ou infirmiers qui venaient les chercher après le service, qui partaient chez eux et qui revenaient quelquefois 1 heure après parce qu'ils avaient été bipés pour une urgence, il fallait que l'enfant il fasse qu'il ait le même rapport au temps que les parents. Vous voyez, donc je dirais, il n'y a pas que les pauvres familles monoparentales pauvres qui sont dans ces contraintes-là, c'est beaucoup plus large selon différents métiers. Bon, bref. Et puis, c'est créer aussi des espaces d'activité et de jeu partagés entre parents et enfants, et pas seulement des espaces de consommation. C'est bien d'aller pousser le caddie ensemble au supermarché le week-end.
mais des espaces d'activité et de jeux partagés. Et puis ces jeux en extérieur que les enfants réclament, bon, ça a considérablement diminué. Pour des raisons diverses, parce qu'il y a le temps d'écran qui a augmenté, parce qu'il y a de la peur du risque, fondée ou infondée, cette peur, qui fait qu'on ne veut pas laisser les enfants dehors, alors que dans les générations précédentes, ça jouait au vélo, ça jouait aux billes, ça circulait dans le quartier, et ça posait problème à personne, et ça créait des liens sociaux. Entre les enfants et entre les familles. On a vu dans une recherche qu'on a faite, il faut que j'arrête, hein, peut-être bientôt là. Ouais, c'est bon. On a vu, c'est un contrat qui s'appelait Cité 612 qu'on a réalisé avec ma collègue Catherine Selnay pour la région Pays de la Loire, pour voir comment si les enfants connaissaient les espaces prévus pour eux. Alors c'est les parcs de jeux, mais c'est d'autres. Et jusqu'où ils allaient, s'ils les utilisaient. Et on a travaillé avec une équipe de géographes de Rennes, y compris avec la géolocalisation des enfants, bon, avec les autorisations des parents toujours, etc., pour suivre les trajets des enfants dans la journée et puis les interroger après sur, alors quand tu étais à tel endroit, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu pensais, etc. Parce qu'ils avaient leur petit boîtier, les chercheurs ne les suivaient pas à la trace, hein. Il les a interrogés après seulement. Et on a vu que des espaces qui étaient prévus pour eux n'étaient pas du tout utilisés pour toutes sortes de raisons, parce que c'était pas adapté à des enfants de cet âge-là, parce qu'ils avaient peur de plus grands, ou parce qu'il y avait des dealers qui étaient là, ou parce que les parents voulaient pas qu'ils aillent au-delà d'une certaine limite, donc ils pouvaient pas jouer avec les autres dans ces espaces, ou bien ils s'appropriaient des espaces qui n'étaient pas prévus pour eux, parce qu'ils étaient beaucoup plus rigolos, ils pouvaient les penser comme ils voulaient, et pas comme le truc qui avait été monté de toutes pièces pour jouer d'une certaine manière, hein. C'est toujours le besoin d'organiser aussi ces activités de jeu. Alors bon, les garçons, les filles, ils n'ont pas le même accès distant par rapport au logement familial, à ces lieux. Donc ça aussi, ça va impacter les temps de vie. L'offre d'espace de loisirs. Je suis frappée de voir, par exemple, dans le sud-ouest de la France, comme mes enfants sont au Pays Basque, j'y vais assez souvent, je suis frappée de voir le nombre d'espaces de jeux extérieurs, gratuits, comme celui-là. Bon, là, c'est un espace de jeu pour enfants, où il y a à la fois des activités pour les adultes et des activités pour les enfants de différents âges. On peut s'y retrouver dans un espace assez clos et sécurisé entre 2-3 ans et puis l'âge adulte. Vous voyez, avec des murs d'escalade, avec des échelles de corde pour les adultes et pour les enfants, etc. Et bien, ça aussi, ça crée des temps d'activité partagée si on n'isole pas les enfants de ce qu'on leur propose par rapport aux adultes. Et puis les temps d'interaction adulte-enfant, pouvoir parler à l'enfant, prendre le temps de lui parler, prendre le temps de l'écouter, c'est souvent pas le cas, lui répondre, l'encourager à parler, parler avec lui. Ce temps d'échange a visiblement diminué globalement. Et c'est pas parler pour parler, mais on parle dans un dialogue d'action avec les enfants, hein. C'est comme ça aussi qu'ils développent leurs compétences de communication. Ça veut dire faire des choses ensemble. Et le temps des activités partagées adulte-enfant dans la vie familiale peut s'avérer relativement faible. On a vu d'ailleurs des incidences sur des compétences langagières. À la fois, les bébés sont beaucoup plus matures, savent faire beaucoup plus de choses que dans la génération d'avant, et il a fallu réévaluer les tests psychologiques des bébés. Et puis en même temps, il y avait des choses que les enfants à 7-8 ans comprenaient dans les interactions, les inférences, les sous-entendus, qui sont liés aux interactions fréquentes avec les adultes et qui comprennent moins bien maintenant. Il a fallu réétalonner des tests de langage. Faire des choses ensemble, voilà. Bon, ça c'est un peu un idéal de l'interaction, de la communication avec les enfants. Alors bien sûr, tous ne bénéficient pas de ces conditions idéales.
Bien-être et qualité de vie perçue des enfants à l'école. 25 à 30% des élèves n'aiment pas l'école. C'est surtout vrai pour les garçons, dans les milieux défavorisés. Pour les collégiens et les lycéens, davantage que pour les écoliers. On a des fortes variations selon les pays. Dans une étude européenne de l'OCDE. Et la France, elle est plutôt en bas du tableau. Là aussi, sur les questions de bien-être et de qualité de vie des enfants. Or, on sait qu'il y a une relation positive entre les dimensions du bien-être à l'école, sentiment de compétence, estime de soi et réussite scolaire. Et nos propres recherches en cours en témoignent, puisqu'on a réalisé pour le ministère de l'Éducation nationale, Défenseur des droits et l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité, une enquête sur 1 millier d'écoliers et de collégiens sur leur perception de l'école, de leur qualité de vie scolaire. Alors tout n'est pas noir, une majorité est globalement satisfaite de l'école, mais il y a des points durs où 70% des élèves ont des évaluations négatives. Bon, je ne vais pas détailler ça, on pourra en parler si vous voulez. Et on suit une partie des enfants pendant 3 ans, on a collecté les données la 3e année pour voir comment évolue leur qualité de vie scolaire en lien avec leur satisfaction de vie globale, pas seulement scolaire, et un certain nombre d'autres éléments. Et on a interrogé aussi des directeurs d'établissements. On a fait des focus group avec des équipes pédagogiques. Bref, pour demain, valoriser les compétences des enfants, leur donner confiance en eux, favoriser leur autonomie. Et vous voyez qu'il y a de multiples manières de s'y prendre dans l'organisation des temps des enfants. C'est aussi leur proposer des activités qui les aident à donner sens à leur vie quotidienne et à s'insérer dans leur culture. Et ça veut dire des adultes soucieux de leur bien-être, qui les guident dans leurs apprentissages, sans être toujours obnubilés par la performance, la rentabilité au sens scolaire du terme. Et ça veut dire du temps pour décider de ses propres activités. Les enfants en ont besoin. Du temps pour se reposer, du temps pour apprendre, du temps pour rêver, pour être seul et pour être avec les autres. On a besoin des autres pour être bien, mais on a aussi besoin d'être seul pour se construire. Voilà, mais je terminerai par cette citation de Aragon que vous connaissez. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Et ça, c'était un dessin de Léo Ferré qu'il avait mis en musique, bien entendu. Voilà, quelques publications récentes que j'ai assurées. Auxquels j'ai coopéré pour ne citer que des livres, parce que bon, les articles scientifiques ou autres, il y en a un paquet, peut-être moins intéressant. Voilà. Merci pour cet exposé. Je crois que comme vous l'avez dit, on n'avait pas travaillé sur cette question précise du temps de l'enfant par rapport au temps de la ville, mais au travers de ce que vous avez démontré, on voit bien que le temps structure la vie de l'enfant, et évidemment le temps professionnel des parents joue un rôle très, très important. Alors, qui veut commencer ? Oui, bonjour. Donc, vous avez plusieurs fois relevé cette nécessité de l'autonomie de l'enfant. Et il y a quelque chose qui me frappe quand je compare quand j'allais à l'école et maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été tout seul à l'école. Je n'avais pas besoin d'être accompagné. Alors que maintenant, il y a très peu d'enfants, si vous voulez, qui ont cette liberté. Parce que le chemin pour aller à l'école, c'était aussi le chemin d'être seul, de rêver, de découvrir aussi des choses. Je me souviens de choses très proches de la nature, des saisons. Alors que maintenant, les enfants sont... Donc, par rapport aux contraintes professionnelles, ça oblige les parents d'emmener les enfants à l'école, etc., etc. Ou sinon, l'autonomie, c'est peut-être aussi leur apprendre les transports en commun. Mais je trouve que là, c'est quand même c'est quelque chose qui me frappe par rapport à cette notion du temps, quoi. Voilà. C'est la peur aussi de l'extérieur. C'est aussi la peur de l'extérieur, la peur de laisser l'enfant cheminer à l'extérieur. Mais c'est sûr que
le temps, le trajet pour des jeunes enfants, parce que les ados, on les amène moins que les enfants plus jeunes. Mais oui, bien sûr. Moi-même, en fin de maternelle, pareil, on se retrouvait entre élèves de la même école et on allait ensemble. Ben oui, on cueillait des fleurs, on ramassait des trucs, on mettait dans le cartable, puis on discutait, puis on parlait aux voisins éventuellement, où ils nous parlaient. Il y avait aussi une forme de contrôle social d'ailleurs, parce que si on faisait une ânerie sur le chemin, on était repéré par le voisin. Ben alors, tu veux que je le dise à tes parents? Oui, il y a 2 points que j'aurais voulu aborder. Le premier, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est la position de la France 28e sur 35 pour la qualité de vie des enfants. Oui, on s'en fout. Oui, mais On s'en fout parce que, oui. Vous Et savez, pourquoi? quand je fais des conférences sur la qualité de vie à l'école, dans certains endroits, pour évacuer le problème, la première diapo, je mets les bisounours. Parce que j'en ai marre qu'on me dise, ouais, mais en fait, l'école, c'est pour apprendre, etc. Sauf que, je ne vais pas faire un exposé là-dessus, mais on sait très bien analyser les relations entre la confiance en soi, l'espoir de réussite, le sentiment d'être valorisé, le sentiment de bien-être et l'investissement dans les tâches scolaires. Alors, pas toujours à hauteur de la réussite, et on sait comment les évaluations négatives, si prégnantes dans notre système français, contribuent à appuyer sur la tête des enfants, quoi. Oui. Et le deuxième point concerne l'aide aux devoirs. C'est en général conduit, comme vous l'avez dit, par une association, sur proposition de l'instituteur ou tutrice qui envoie un gosse. Enfin, on ne l'envoie pas, non. On demande l'accord des parents et de l'enfant. Vous avez l'air assez péremptoire sur le sujet, ça sert à rien. Or, on s'aperçoit d'une chose. Non, mais je voudrais juste finir. Moi, je pratique un peu, puisque je fais de l'aide aux devoirs. Bon, évidemment, on sait bien que c'est pas la gamine dont je m'occupe, elle n'est pas dans un milieu favorisé, c'est sûr. Et je m'aperçois qu'en CE1, elle sait moins bien lire qu'un gosse de CP. Donc on lui a fait passer la classe, bien sûr, on la pousse en avant, mais en fait, elle est restée sur le bord du chemin. Donc, je dis, il n'y a pas de miracle, mais on doit au moins les aider, puisque je pense que chez les parents, qui doivent être allophones, comme on dit, on n'aidera pas. Il faut aider à au moins essayer à les remettre au niveau. Mais ce que vous dites est tout à fait légitime et on peut l'entendre. Je n'ai pas dit que ça ne servait à rien. Je dis que miser sur l'extrascolaire, l'aide aux devoirs, y compris via des associations ou des aides ciblées. Alors j'ai parlé de coups de pouce clés parce que j'ai réalisé avec mes collègues la 3e évaluation de ce dispositif qui continue à être financé malgré 3 évaluations différentes en 10 ans avec des méthodes différentes. Bon, c'est de l'argent du ministère qui va là-dessus au lieu d'aller à l'aide individualisée dans la classe. Vous comprenez, c'est ça que je dénonce. C'est qu'on ne touche pas aux méthodes traditionnelles d'enseignement qui sont très prégnantes en France dès l'école primaire parce qu'on évacue le problème sur l'extrascolaire. Hein. Donc, quand on évacue le problème, du coup, on ne touche pas à ce qui est le cœur de l'inégalité. Le cœur de l'inégalité, il est dans la classe, dans l'individualisation de l'enseignement, dans les groupes de besoins. Alors, bien entendu, il y a des enfants qui ont besoin aussi d'une remédiation extrascolaire, mais ils ont tous le droit d'être enseignés d'abord, au lieu d'évacuer les problèmes vers l'extérieur. Bon, allez, mettons à la louche, vous avez entre 5 à 10%, même pas 10% d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage nécessitant une prise en charge spécifique, psy-orthophonie, etc. Mais pas 25% d'une classe d'âge qui va aller dans des groupes de soutien après l'école. Alors, coup de pouce clé, j'en parle, mais bon, il y en a d'autres, dispositifs. Mais là, c'est vraiment une ingénierie. C'est quand même 3 fois par semaine, 3 soirées par semaine, des enfants repérés en début de CP en difficulté de lecture ou avec l'écrit. Ils doivent suivre
ces périodes soi-disant ludiques, c'est les adultes qui disent que c'est ludique. Hein 3 soirs par semaine pour retrouver le goût de lire et s'investir dans la lecture. Bon, nous, on a travaillé sur 14 villes pour démontrer, après ce qu'avait démontré l'École de Communes Paris, après ce qu'avait démontré un autre collègue suisse, que ça n'apportait rien. Et nous, on a même montré que les enfants les plus faibles se retrouvaient encore plus en difficulté. C'est-à-dire que quand vous rajoutez du temps que les adultes considèrent comme ludique, mais qui en fait est du temps d'apprentissage, vise à l'apprentissage, à une meilleure maîtrise, au temps scolaire où les enfants sont en difficulté, ben vous leur appuyez un peu plus sur la tête pour les plus faibles. Moi j'ai constaté, alors parce qu'il y a une partie travail, hein, les devoirs ils n'en ont pas beaucoup, hein, de toute façon, et après il y a une partie jeu. Alors moi c'était pas la partie qui m'intéressait le plus, hein. Moi jouer au domino toute la soirée, ça m'emmerde, enfin pardon, mais je me suis rendu compte que ça permet de jauger l'enfant, et on voit tout de suite s'il est capable, et on se rend compte que c'est un manque de confiance, c'est des choses comme ça, mais souvent ils sont très capables, et ça permet de le vérifier. Oui, mais moi ce que je dis juste, c'est qu'on ne peut pas continuer à se satisfaire du fait d'évacuer la prise en charge des difficultés normales d'apprentissage. Apprendre c'est difficile, il faut le dire. Et c'est pas souvent, c'est pas beaucoup d'enfants qui apprennent comme ça, comme sur des roulettes. Voilà, donc c'est difficile, ça résiste. Eh bien, ça doit se faire dans la classe. Et le temps extrascolaire, ça doit être du temps pour autre chose. Attendez, si vous voulez, je vais faire l'instit, moi, cette fois-ci. Oui. Il faut parler dans le micro parce qu'on enregistre. Si vous parlez hors micro, ça n'a pas de sens parce qu'on ne peut pas enregistrer. Donc, on vous donnera la parole tout de suite après, ne vous inquiétez pas. Merci. Oui, je voulais juste. Alors, j'ai trouvé très intéressant tout ce que vous avez dit autour du jeu. On a des choses plus ou moins qu'on perçoit comme ça, mais c'est vrai que ça marque bien les choses autour de ça. Et du coup, le jeu, c'est de la présence d'adultes, c'est du temps avec les adultes, etc. Et vous avez renvoyé cette question du temps en disant entre les enfants et les adultes, on touche à l'intime. Alors on est d'accord, c'est ce qui se passe dans la famille, etc. Mais du coup, dire ça touche à l'intime, ça renvoie à des choix individuels. Alors il y en a une grande partie, mais à travers les questions qu'on s'est posées, nous, sur les questions du temps de la vie et du temps de la ville, il y a des choix qui ne sont pas complètement intimes, voilà, et qui sont très contraints par le travail. Des choix politiques. Et voilà, tout à fait. Du ressort de Alors moi, je voulais vous poser deux questions. Il y a un monde dont on n'a pas du tout parlé, mais parce que effectivement, je pense qu'il ne rentre pas du tout dans l'école, c'est le monde du travail, c'est le monde de l'entreprise, etc. Alors, dans le cadre notamment de tout ce qu'on appelle responsabilité sociale des entreprises, on entend un peu parler de la petite enfance, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se préoccupent de crèches, interentreprises, etc. Mais dès que l'enfant grandit et dès qu'on parle de l'école primaire, où on sent à travers votre propos combien c'est important, y compris pour toute la société et pour l'avenir, là on a l'impression que le monde du travail, il est complètement en dehors de cette question-là. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez, vous, le percevoir. Est-ce que vous avez pu percevoir? Et du coup, sur cette question des politiques publiques que vous avez évoquées, est-ce que vous avez des exemples, des bonnes pratiques, des choses effectivement que vous avez pu voir à travers des politiques publiques qui modifient cette situation et cet aspect des choses? Sur le premier point, quand j'ai dit on touche à l'intime, je pensais aux changements introduits dans les rythmes. On a dit, ben oui, là, quand on fait la réforme des rythmes scolaires, y a des gens qui sont contre, ça résiste, etc. Bon, alors il pouvait y avoir des options politiques, souhait d'obstruction, parce que ça venait de la gauche et qu'à droite, on ne voulait pas cautionner ça. C'est pas de ça que je parle. J'étais respectueuse du fait que quand vous touchez au rythme de vie des gens, vous touchez à l'intime. C'est-à-dire penser, ne serait-ce que des enseignants qui étaient passés à la semaine de 4 jours, alors que tout le monde disait que c'était très nocif pour les enfants. Personne n'a hurlé quand Darcos a donné la semaine de 4 jours. Mais du coup, les enseignants sont quelquefois des parents. Donc ils restaient avec leurs enfants le mercredi. On leur dit il faut revenir à l'école le mercredi matin. Ça peut poser des problèmes de transport, ça pose des problèmes de garde pour leurs enfants. Je veux dire que là, c'est en ce sens-là que je dis ça touche à l'intime. Vous voyez, les changements de temps, de temporalité touchent à l'intime. C'est ça que j'ai voulu dire. Mais après, bien entendu, et je l'ai dit dans une autre diapo, c'est
pas le temps, la gestion du temps, c'est pas qu'une affaire individuelle, c'est une affaire aussi de politique publique. Alors après, vous me dites les entreprises. Oui, c'est vrai qu'on voit un investissement d'un certain nombre d'entreprises autour de la petite enfance. On ne le voit pas assez pour des temps de travail innovants. Oui, ça existe dans certaines entreprises. Alors moi, ce n'est pas mon domaine d'activité. J'entends parler d'exemples comme ça, mais je vois beaucoup de gens, de parents, d'enfants qui sont à l'école primaire, maternelle plus élémentaire, donc, qui souffrent de ce non-aménagement. Voilà, donc là, il y a une responsabilité sociale des entreprises par rapport à cette vie familiale et aux enfants qu'on construit dans ces difficultés liées au temps. Alors après, l'investissement des entreprises, j'en ai entendu parler la semaine dernière. Il y a des expériences, y compris sur Nantes ou la région, Nantes-Saint-Nazaire, par rapport aux enfants en difficulté scolaire, mais plus grands, hein, qui sont en décrochage scolaire ou qui donnent des signaux de possible décrochage, justement, avec des entreprises qui, avec un mentor, un tuteur, vont essayer de raccrocher l'enfant. D'abord, on retombe toujours sur les mêmes choses vis-à-vis des adolescents décrocheurs, comme à la maternelle. On retombe toujours sur les notions d'estime de soi, de confiance en soi, de bienveillance, d'évaluation positive. Non pas pour dire c'est très bien ce que tu as fait quand il s'est planté, mais pour donner confiance, valoriser ce qui a été fait, valoriser les progrès, tout en montrant la distance qui existe entre ce que l'enfant est capable de faire à un moment et ce qui peut être attendu de lui ou ce qui peut être une réussite complète d'un ensemble de problèmes qui lui sont posés. Voilà. Oui, ma question porte sur les transformations des cellules familiales. Vous l'avez évoqué, mais peu développé. Le développement l'importance de plus en plus grande des familles recomposées. Quels impacts sur le développement de l'enfance? Et derrière ça aussi, la question de l'adaptation des différentes œuvres de garde à ces nouvelles situations qui sont de plus en plus prégnantes dans la société. Moi, je n'ai pas travaillé sur l'impact de la composition familiale sur le développement des enfants. On sait simplement que généralement des familles monoparentales, une grande majorité, une part plus importante des familles monoparentales, essentiellement la mère avec ses enfants, est en plus grande situation de précarité que des familles nucléaires classiques. Bon. Et avec la précarité, il y a l'association d'un certain nombre d'éléments culturels, éducatifs, accès à des loisirs, etc. Donc oui, on sait que les enfants sont pénalisés. Par exemple, dans notre étude, là, sur 1 millier d'élèves collégiens et écoliers, on a montré, on travaillait sur différentes strates données par le ministère de l'Éducation, public, privé, ZEP, non ZEP, voilà, et on avait des enfants vivant avec leurs deux parents ou des enfants dans un autre mode de vie monoparental, voire plus rarement en foyer. Eh bien, oui, toutes choses étant égales par ailleurs, le fait de vivre avec un seul parent pénalise les enfants par rapport à leur qualité de vie. Mais parce que quand je dis ça, je ne veux pas avoir l'air de culpabiliser, évidemment, les mères qui élèvent seuls leurs enfants, hein. Il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit de dire que c'est généralement plus pénalisant parce qu'associé à des questions de précarité, de difficultés socio-économiques, etc. Alors après, j'ai participé à des jurys de thèse sur les familles homoparentales, par exemple. Là c'est encore plus minoritaire, hein, et ce qu'on a pu montrer, mais c'est difficile de le montrer parce que pour accéder à ces familles-là et avoir des échantillons, si je peux dire, suffisamment représentatifs et diversifiés, on passe surtout par des associations militantes.
Donc je dirais ça comme si c'était sur le travail en passant par des syndicats ou autres. Dès que vous passez par des associations, des groupements militants, eh bien l'accès à l'information, par définition, peut être un peu biaisé. Bon, mais faisant cela, avec les réserves méthodologiques que j'indique, on n'a pas trouvé de différence entre le développement des enfants en famille homoparentale versus famille nucléaire. C'est-à-dire qu'on y trouve les mêmes problèmes, on y trouve les mêmes développements harmonieux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Madame, vous vouliez intervenir? Je suis désolée parce que j'ai un peu perdu le fil de ma pensée. C'était par rapport à la place du jeu dans les apprentissages que vous avez développé largement et qui m'intéressait de très près parce que j'ai une formation initiale d'éducatrice spécialisée et je travaille encore d'ailleurs dans un CESAD, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, un service éducatif spécialisé de soins à domicile. Et moi, je vois toute l'importance du jeu avec les règles, enfin tout ce que vous avez développé. Toutes les formes de jeu. Toutes les formes de jeu, tout à fait, pour redonner confiance à l'enfant et particulièrement aux enfants qui sont... là, vous avez parlé de l'enfant qui finalement a un développement relativement... normal. J'aime pas Après, ce c'est mot. dans la norme, oui. J'aime pas ce Nous, mot on dit parce que je sais typique, pas ce qui est normal on dit et pas- typique et atypique. C'est ça, dans voilà. nos termes C'est tout à fait ça. scientifiques. On parle du développement typique, donc les enfants tout venant, et du développement atypique, Voilà. porteurs de handicap, etc. Oui, Voilà. tout à fait. Et donc, quand J'y pensais au moment où vous en parliez, justement. Parce Oui. qu'on a fait des travaux aussi sur le développement et la qualité de vie des enfants en situation de handicap. La semaine prochaine, soutenance d'une thèse, Charlotte Coudronnière, sur la qualité de vie des enfants souffrant de déficit intellectuel. Enfin, en C'est situation ça. de déficit Voilà. intellectuel. Alors, moi, les enfants que je connais bien, le public que je connais bien, ce sont les enfants qui ont des troubles du comportement. Qui Collez bien le micro, si vous voulez. Ouais, Voilà. Pardon. Vous mettez Donc- comme moi, là, on entend Hop. mieux. Donc, des enfants qui ont des troubles du comportement et qui donc ont des carences affectives, etc. Et moi, je vois toute la nécessité de passer par le jeu pour faire ces apprentissages, ce qui ne gomme pas ce que vous disiez, monsieur, par rapport à l'aide que vous pouvez apporter. Mais je suis assez d'accord avec vous, voire complètement d'accord, pour dire que faut pas que ça cache la véritable problématique et qui nous empêche de comprendre de quoi il s'agit vraiment. Je suis pas sûre d'avoir compris la fin de votre intervention, mais c'est peut-être que je fatigue Non, je dis, ou que j'ai besoin de jouer. parfois, c'est mettre du plâtre sur une jambe de bois quand on fait de la remédiation ou qu'on va chercher de l'aide de cette manière-là. Ah oui, on peut. c'est Le passer à jeu côté peut de la- constituer une aide formidable, oui. Voilà. Oui, bien sûr, parce que le jeu permet. Enfin, il y a différents jeux, les jeux symboliques, les jeux de règles, etc., etc., les jeux de rôle. Mais on sait combien ces jeux peuvent être appropriés pour d'abord y prendre du plaisir. Ça me paraît essentiel. Pour apprendre, pour se confronter à des choses qui peuvent faire peur aussi, pour dépasser des craintes, gagner en confiance en soi. Oui, c'est tout à fait essentiel. Apprendre à manipuler, apprendre à créer, à imaginer. Moi, je considère que les enfants sont des chercheurs et qu'il faut leur laisser le temps de faire des hypothèses, de les vérifier à travers leur jeu et pas uniquement des problèmes de maths. Voilà. Madame. Donc moi, ce soir, je représente l'association Souris Verte. On gère 4 établissements d'accueil du jeune enfant, donc des crèches. Et je suis venue ce soir parce que c'est très très rare de trouver des conférences où l'enfant est au centre des préoccupations. Donc voilà, je suis là ce soir. Et je voulais témoigner un peu de tout ce que vous venez un peu de dire parce que donc nous on accueille des enfants de 2 mois et demi à 3 ans, voire 4.
suivant les rentrées à l'école maternelle. Et je voulais témoigner ce soir de notre difficulté à rester dans des fonctionnements et des accompagnements d'enfants et de leurs familles, dans le jeu et aussi dans un temps qui n'est pas toujours marqué par il faut faire quelque chose qui soit valorisable. Et très tôt, on nous demande qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Et voilà, et que le fait de dire bah, il a joué et donc a priori voilà, pour les familles c'est parfois difficile à entendre. Et avec nos professionnels, on travaille beaucoup sur ces notions-là parce que je crois que pour accueillir bien les enfants, il faut aussi accompagner bien les professionnels qui travaillent avec eux sur deux notions, le jeu et le jeu libre. Le jeu libre, c'est pas laisser les enfants faire tout seuls tout le temps, c'est mettre à disposition des choses qui leur permettent de grandir à leur rythme, mais avec des professionnels qui soient toujours accessibles et bien présents. Et puis cette notion de temps où on s'aperçoit que si on n'y prend pas garde, toute la journée on est en train de marcher à la pendule, parce qu'il faut que les professionnels prennent leur pause, parce qu'il faut. Et donc on essaye de faire ce qu'on appelle parfois des journées sans pendule, que les enfants apprécient beaucoup. Et donc voilà, et que quand on arrive à faire tout ce travail-là, on accompagne aussi les familles sur cette nécessité de prendre le temps, que parler et ne rien faire, ça peut être très positif aussi. Donc voilà, je voulais merci pour rappeler ça. pour ce témoignage. Et je crois que c'est effectivement un élément très important de dialogue entre les éducateurs, et j'y mets aussi bien les enseignants que les éducateurs de jeunes enfants, puéricultrices, etc. Ce dialogue avec les familles où les éducateurs sont suffisamment conscients de l'importance de ce que l'enfant a fait aujourd'hui qu'il ne faisait pas hier, et bien moins que demain peut-être, pour le mettre en avant, pour le valoriser auprès des familles. Vous savez, aujourd'hui, il a fait telle chose, il a dit telle chose. Et chez vous, comment ça se passe? Il fait ça aussi? Et paf, en faisant ça, vous faites du lien avec les temps de l'établissement d'accueil, crèche, école, et les temps familiaux. Et vous amenez aussi les parents à avoir un autre regard que, bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans le cahier de liaison pour les plus grands, est-ce qu'il a été propre, il a bien mangé, etc., à la crèche. Il a bien dormi, la sieste, combien de temps Vous voyez, il faut mettre ça en avant comme étant des éléments forts du développement de l'enfant. Et c'est aussi comme ça que vous aidez les parents à accorder de l'importance à ces éléments. J'ajouterais juste un petit mot, parce que comme j'étais président des Rendez-vous de l'Erdre, et la Souris Verte est un des partenaires des Rendez-vous de l'Erdre, et chaque année, nous avons un musicien qui intervient et qui vient voir les petits-enfants et leurs familles, puisque du coup, les familles viennent, et qui explique son instrument, et qui... voilà. Mais c'est pour illustrer aussi... Voilà. Et vous savez, il y a des pays, alors encore l'Europe du Nord, où on donne des outils aux enfants pour jouer dehors, y compris quand il fait froid, on les couvre et tout, mais pour être dehors, avec des marteaux, avec des scies, des tout petits, en France, mais c'est pas possible. Il y a des trucs très rigolos sur les crèches franco-allemandes. J'ai travaillé il n'y a pas longtemps à Strasbourg avec Nicole Dreyer, l'adjointe à la petite enfance, crèche franco-allemande, où ça pose des problèmes énormes, parce que, pas uniquement de statut, mais parce qu'en Allemagne, on laisse faire des choses aux enfants qu'il ne faut surtout pas laisser faire en France. Monsieur, pardon. Oui. Écoutez, j'étais très intéressé par votre exposé que j'ai trouvé abordable, accessible. J'essaie de parler une langue. J'étais d'autant plus intéressé que je me suis occupé du périscolaire nantais pendant 15 ans, entre 89 et 2006, 2007. Et que j'appartiens à un mouvement d'éducation populaire que sont les Francas, notamment. Bon,
Oui, alors moi j'ai deux ou trois réflexions comme ça qui me viennent. Bon, je pense que malheureusement qu'on est dans une société qui génère de l'anxiété permanente et donc du coup je pense que ça se reproduit dans tous les instants et dans tous les milieux de vie. Et ouais, eh ben oui, oui, et justement et du coup. L'école, malheureusement, quelquefois, n'est plus ni moins que la reproduction des inégalités qui peuvent se vivre aussi dans la vie courante. Et que cette anxiogénité, je ne sais pas si ça se dit, enfin, ce phénomène anxiogène, quelquefois, exerce sur les familles une pression telle qu'il la renvoie même sur l'école et sur leurs propres enfants. Tout à l'heure, on parlait des devoirs qui sont faits. C'est vrai que c'est souvent même à la demande des parents. Et si les enseignants ne les donnent pas, je veux dire, ils ont un jugement des parents sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas dans ce domaine-là. Donc il y a ce fait-là qui me fait dire que est-ce que malheureusement, quelles que soient les modalités, les rythmes, les organisations que l'on expérimente, que l'on met en œuvre, est-ce que tant que ce phénomène d'inégalité persiste, alors je sais que de toute façon ça serait illusoire de penser qu'on puisse les régler, mais enfin j'en arrive à penser que quels que soient les modes d'organisation, malheureusement les inégalités se reproduisent, y compris à l'école. Pour autant, bon, pour avoir quand même un petit peu accompagné la loi de programmation de Jospin en 89, il y a eu quand même des choses assez intéressantes qui se sont faites. Et c'est vrai que moi, j'ai retenu, et c'est en même temps le dernier propos que vous avez eu, vous avez démontré un peu les interactions et les interconnexions. Là, vous venez de dire effectivement que d'un temps à un autre, d'un milieu à un autre, d'un intervenant à un autre, il est tout à fait envisageable et même positif que de recontextualiser ce qu'a vécu l'enfant à un instant T, de le restituer auprès d'un autre éducateur qui a en charge le même enfant à un autre moment. Je trouve ça, enfin bon, pour avoir défendu l'éducation globale, c'est vrai que je trouve ça essentiel, cette interaction, cette interconnexion entre les différents intervenants de l'enfant sur la journée, sur la semaine, sur l'année, etc. Et puis, je vais terminer. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer définir une organisation qui met un tempo, une régularité? Et pourquoi n'avons-nous pas choisi 5 jours de même durée, même si c'était des temps réduits? Au lieu d'avoir 4 demi-journées, on a 4 jours plus une demi-journée. Le mercredi, je ne vous explique pas le micmac que c'est pour organiser le temps pour que ça soit fini à midi, enfin à 11h30, midi moins quart. Il y a des organisations que les parents doivent mettre en œuvre. C'est phénoménal, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas pu penser une régularité des jours? Je pense que ça doit donner des repères positifs, à mon avis, à la fois pour les familles. Vous avez parlé que ça touchait à l'intime. C'est vrai que ça doit bousculer des organisations. Enfin, bon. Voilà, et puis je vais terminer là. Merci, oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Oui. Je réponds pas alors. Ah, si vous avez un petit commentaire à... Mais vous disais, l'avez un peu dit dans le... C'est la dans poule et l'œuf. Voilà. Vous savez, les enquêtes INSEE soulignent presque chaque année le pessimisme français. Et dans les comparaisons internationales, il semble qu'on soit à la hauteur du Bangladesh, et je crois qu'il y a le Mexique. Bon, certes, beaucoup de choses ne vont pas bien pour une partie de la population, mais bon, on a encore un certain nombre d'éléments de qualité de vie en France qui nous placent peut-être pas à la hauteur du Bangladesh. Je reste à un niveau de généralité. Et je repense à cette phrase de Claudia Sénic, qui est une économiste, disant, en gros, le pessimisme français des adultes, il n'arrive pas là comme ça. Il s'est construit dans le développement. Il faut avoir cette notion que nous avons, nous, psychologues du développement, de la dynamique du développement, de la construction de la personne à travers ses expériences, ses rencontres, etc. Et ce pessimisme de l'adulte, Claudia Sénic dit... en fait, il est créé aussi, il se construit dans les institutions, et notamment dans les institutions éducatives.
quand vous avez, par exemple, les évaluations, je vous dis, à l'école, 70% des enfants sont extrêmement critiques. C'est vraiment le point dur pour eux de l'école, de ce qui ne va pas à l'école. Et c'est pire au collège par rapport à l'école. Des évaluations par la négative, le fait que les enseignants n'encouragent pas suffisamment ou n'expliquent pas assez les choses difficiles, parmi les trucs qui vont pas bien, ou qu'on leur laisse pas assez le droit à la parole, la prise de responsabilité à l'école pour les collégiens. Claudia Zénic plaidait pour la qualité, pas seulement la quantité d'éducation, mais la qualité de l'éducation et de la prise en compte des besoins des enfants. Ça renvoie aux conceptions d'éducation globale qu'on a vu se développer notamment dans les pays d'Europe du Nord et pas uniquement. C'est là que ça va se construire, ce pessimisme. Vous savez, moi, un des premiers articles que j'ai publié en 1987, vous voyez, waouh, 30 ans, c'était sur les représentations enfantines de l'école en moyenne section de maternelle. Et les enfants disaient des choses très sensées, et une partie d'entre eux disaient, en moyenne section, ils avaient 4-5 ans, moi, alors ils savaient très bien à quoi ça sert de parler à l'école, à la maison, qu'est-ce qu'on apprend à l'école, à la maison, est-ce qu'on apprend pareil ou pas, à quoi ça sert une maîtresse, tout. Et comment tu parles, toi ceux qui disaient je parle pas beaucoup en classe. Et pourquoi j'ai rien à lui dire à elle, parce qu'elle dit que je crie ou elle dit que je parle mal, alors je parle plus. Pour repositiver derrière, comme disait une chaîne de magasins, c'est un peu difficile. Madame. Oui. Vous avez souligné l'importance de la participation des enfants aux tâches ménagères, familiales pour leur développement. Parce que ça m'amuse toujours, surtout quand on me répond oui, mais il a son travail à l'école. Ouais. Oui, mais les parents, ils ont leur boulot souvent en dehors de la maison quand même. Vous avez dit aussi que... il faut 1 minute 30 pour rabattre la couette sur son lit. Bon. Vous avez dit aussi que l'enfant passait de plus en plus de temps à l'intérieur sur des choses un peu virtuelles et un peu... Et du coup, je me demandais si on pouvait se poser la question de se dire, est-ce que demain, l'enfant ne pourrait pas participer aux tâches de la cité, à l'extérieur, s'ouvrir et participer à des tâches collectives en dehors de la maison? Parce qu'ils ne le font pas beaucoup, de moins en moins. Ça peut arriver. Alors moi qui ai la chance d'habiter au bord de la mer, je sais qu'il y a des enfants qui participent, par exemple au nettoyage des plages, etc. C'est un intérêt pour la communauté. Mais encore faut-il aussi avoir ce sentiment, cette idée de la communauté à laquelle on appartient. Et déjà avoir l'idée de la communauté dans son établissement scolaire, et pas une chose si partagée que ça. J'ai fait soutenir une thèse il y a quelques années sur le sentiment d'appartenance au lycée, selon que le lycée est stigmatisé ou pas chez des lycéens. Donc. Et on voit comme ce sentiment d'appartenance peut poser problème. Et comme il pose problème même aux collégiens qui ont... Mais pour avoir un sentiment d'appartenance à une collectivité, que ce soit à l'école ou que ce soit dans sa commune ou même dans son quartier simplement, il faut que ça soit construit. Il y a des pays, alors je crois qu'en Grèce, on a fait ça il y a déjà quelques années, où par exemple, un projet concernant la vie des enfants doit associer les enfants dans sa conception et dans sa réalisation. C'est pas seulement on demande la vie des enfants pour faire joli. Ils doivent participer au processus. Par exemple, pour créer une école, on prend l'avis des enfants. Et ils suivent la démarche, la construction du projet, les architectes, etc. Et ils donnent leur avis. Alors, il y a les conseils municipaux d'enfants qui existent. Voilà, il y a différentes formules qui existent. Il faut voir si le conseil municipal ne sert pas aussi à préformater ce qu'on va demander aux enfants de décider que ça serait bien qu'ils puissent faire. Je vous le fais court, mais voilà, il faut que ça soit une vraie démocratie. Il y a des établissements scolaires de la maternelle au lycée, y compris en lycée pro, où on développe de plus en plus des assemblées générales régulières, par exemple par niveau scolaire, où les élèves sont amenés, et pas seulement les délégués de classe, dans les conseils tels que c'est institutionnalisé, mais
les élèves sont amenés de manière régulière à donner leur avis sur la vie scolaire. Aussi bien pour régler des problèmes, des différends, des conflits, de la violence, du harcèlement, y compris avec des structures de médiation. Enfin, mon collègue de Barbieux, et puis maintenant c'est André Clanvel que je connais bien, sur cette mission-là, ont contribué à mettre en place un certain nombre de choses, mais simplement pour parler de la vie scolaire, de ce qui ne marche pas, du bruit à la cantine, du fait qu'on pourrait peut-être organiser les choses un peu autrement, etc., etc. Et des toilettes. On interroge les enfants sur les toilettes. Parce que la qualité d'un établissement scolaire, ça va des toilettes à l'évaluation, en passant par le pilotage, etc. Donc le sentiment d'une communauté, ça se construit en associant démocratiquement. Alors là, quand on dit ça, mon Dieu, quelle horreur, c'est les enfants qui vont décider maintenant des apprentissages scolaires. Non mais ça va plus du tout. La démocratie participative, c'est très difficile, hein. Madame Payon. Je voudrais juste, à propos des jeux, vous avez montré, vous nous avez indiqué l'importance des relations entre adultes et enfants, et les enfants eux-mêmes demandent de jouer avec les adultes. Ils demandaient aussi les jeux à l'extérieur. Et en regardant une diapo où on voyait les espaces de jeux extérieurs, souvent on voit les enfants qui jouent dans ces espaces, il n'y a pas la relation vraiment avec les adultes. Or, vous nous avez dit que dans le Pays Basque, et ça m'a interpellée, il y avait des espaces de jeux qui étaient à la fois conçus pour les adultes et les enfants. Alors, je voudrais vous demander deux choses. Est-ce que dans ces espaces de jeux, il y a quand même vraiment des relations entre les adultes et les enfants, ou est-ce que les adultes sont dans leur espace? Enfin, je ne vois pas bien. J'en ai jamais vu. Et la deuxième question, j'ai fini. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus que ça? J'en avais jamais vu ailleurs, de ces espaces. Écoutez, moi, ce que j'ai vu, puis j'y suis allée avec ma petite fille, mes enfants, hein, je vous parle d'expérience vraiment personnelle. Vous avez ces espaces, donc c'est gratuit, hein, c'est sécurisé. Sécurisé du point de vue du sol, du revêtement, voilà. Et vous avez des sortes de vélos, de machines, comme vous trouvez dans des salles de gym, hein, mais qui sont en extérieur, qui sont à la taille des adultes. Les enfants peuvent absolument pas monter dessus, c'est trop haut. Mais qui sont à côté des cages à écureuils, du toboggan. Vous avez des grands toboggans, des petits toboggans. Vous avez des échelles de corde pour les jeunes enfants. Ma petite fille de 3 ans, elle adore aller là-dessus. Puis d'autres qui sont vraiment pour les adultes. Évidemment, après, les enfants petits, ils veulent aller sur les trucs des grands. Et voilà, mais ça crée du lien, ça aussi. Et c'est généralement des parents qui viennent avec leurs enfants. Mais après, ça se mélange aussi. C'est-à-dire que comme il y a plusieurs adultes qui sont là, l'un peut aider un enfant. Enfin, moi, ça m'arrive des fois quand j'y suis, de voir un enfant qui veut faire un truc et puis il est tout seul puis il n'y arrive pas. Bon, je l'aide et voilà. Et ça crée des échanges. J'en ai jamais vu ici, dans notre région. Je parle pas spécialement de Nantes, mais... Il existe au Grand Blotreau à Nantes un espace. Il n'y a pas beaucoup d'appareils pour les adultes, mais il y en a pour les gamins à côté. Ça existe. Mais tant mieux. Moi, ça me paraît quelque chose d'intéressant à développer plutôt que de cloisonner avec des espaces pour les enfants et des espaces pour les adultes. Voilà, le parcours sportif dans le parc X ou Y, c'est bien aussi, hein. La question n'est pas là, mais penser des lieux qui soient des lieux d'activité partagés, y compris en extérieur, parce que les enfants réclament tellement de choses en extérieur. Bien sûr qu'on peut aller dans une bibliothèque ou une médiathèque ensemble, bien sûr qu'on peut aller dans différents endroits culturels, sportifs ensemble, et on peut aller à la piscine ensemble, ok, d'accord. Mais il y a d'autres solutions innovantes aussi, je pense. La question Oui, qui il est 8h-5, j'en mets une dernière pour la route. Je voudrais revenir sur la question du temps des enfants, temps des parents, là, qu'a évoqué Monique Boutran. Parce que dans une diapositive sur laquelle vous êtes passé vite, vous avez dit qu'il faudrait des organisations innovantes du travail pour les parents. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est quoi une organisation innovante du travail? Alors là, je veux vous donner 4 heures de plus, mais ça veut dire quoi? Il faudrait qu'il y ait, comme pour l'école, une réforme des rythmes de travail dans l'entreprise. Ça veut dire que si on a des enfants, on n'a pas les mêmes horaires.
qu'est-ce qu'il y a à faire sur ce jeu? Parce que sinon, on va toujours buter là-dessus. La question du travail, elle est extrêmement contrainte et de plus en plus contrainte. Et donc, tout ce qu'on pourra faire de bien pour les enfants sera toujours bloqué. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation vraiment que vous pourriez suggérer? Moi, je suggérerais à la fois de développer, par exemple, du télétravail dans des métiers où c'est possible. Ça, c'est pas un truc très original. Ça existe déjà, mais c'est pas forcément pensé par rapport à la vie familiale et à la vie des enfants et à la vie avec les enfants. Bon, après, il y a des temps de travail qui permettent de libérer des fins d'après-midi. Ça se fait dans certains pays. Que je sache, les Français, globalement, ne travaillent pas moins que dans d'autres pays. Ils semblent même plus productifs. Peut-être que, contrairement à ce que disait un homme politique récemment, c'est pas forcément les plus jeunes qui peuvent travailler plus. Au contraire, quand ils ont des enfants, ils ont besoin de travailler moins, d'avoir plus de temps pour la vie familiale. Après, il peut y avoir des répartitions des temps de travail qui sont aussi différentes. Voilà, des modes d'organisation, de prise en charge collective d'un certain nombre de tâches, y compris dans la prise en charge des enfants, qui peuvent également fonctionner. Mais bon, moi, c'est pas mon domaine. Je peux avoir des idées à titre personnel, hein, mais Je crois qu'il y a encore une ou c'est deux pas mon questions. domaine d'expertise. Gabriel n'aura pas le dernier mot cette fois-ci. Oui, je Donc, voulais parler. Yvonne Je pensais à un moment de partage entre parents et enfants, c'est celui des repas, on n'en a pas parlé. Et les repas, maintenant on partage rarement le repas de midi, sauf pendant le week-end. Mais le matin, le soir, moi je crois que ce sont des bons moments. Ah ben absolument, surtout pour les Français qui passent du temps encore dans les repas, alors que dans beaucoup de pays, on emmène sa lunchbox, on fait un petit déjeuner ensemble assez copieux, et puis bon, le déjeuner pas tellement, ou le soir, chacun prend ce qu'il veut. Il y avait un sociologue qui avait étudié ça dans sa vie de grand-père lui-même. Il était très étonné quand il avait ses petits-enfants à la maison. On s'assoit autour de la table quand même pour manger, c'est pendant les vacances. Et puis, ces petits-enfants étaient assez bien élevés, d'après ce qu'il disait, mais les petits-enfants se lèvent, vont ouvrir la porte du frigo et disent « Tu veux quoi, papy, toi, comme dessert ?» Je disais « Mais jamais on n'aurait fait ça, ça veut dire que chacun peut manger comme il veut, ou pas manger, ou aller faire autre chose. » Donc finalement, le temps et l'idée de la dimension collective du repas qu'on va préparer pour tous manger un peu la même chose, globalement, c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Alors, moi, j'ai parlé des temps de partage. Les repas peuvent en faire partie. Bon, à midi, ça devient rare, sauf le week-end, hein. Et le soir, encore faut-il arriver ensemble. Et puis, que ça soit un moment de partage, mais quand on se met à dîner près de 20h et qu'on appuie sur le bouton de télé, ou même ça a déjà marché en bruit de fond avant, dès qu'on est rentré, combien de familles, pas forcément dans des milieux défavorisés, arrivent à la maison et appuient sur la télé, et puis vous avez éventuellement BFM Télé ou autre qui marche en continu. Comme peut-être dans les années 50 ou 60, on avait un fond sonore de la radio qui accompagnait l'épluchage des légumes. On les épluche plus maintenant, hein, bien sûr. Et le repas. Non, je plaisante, on les épluche plus. Il y a encore la souris verte qui a un petit commentaire à faire. Et combien d'enfants, en fait, n'ont pas de repas partagé, même s'ils rentrent à la maison, ils ont le truc qui va passer au micro-ondes, et ils sont nourris comme ça assez souvent. Ça arrive. Alors moi, je suis pour tous les moments partagés, les temps familiaux partagés.
j'ai pas mis l'accent sur le repas parce que je sais que dans nombre de familles, c'est pas véritablement un temps partagé. Moi, je voulais dire qu'on constatait quand même que au niveau du temps de travail des familles, il est quand même plus exactement le même qu'il était il y a quelques années, il peut être de plus en plus découpé, mais qu'il ne correspond pas forcément au choix des familles. Et que ça crée effectivement des difficultés particulières parce que nous, par exemple, les enfants dorment généralement quand ils arrivent à 18 mois, 2 ans, entre midi et 14h30, 15h. Eh bien, si la maman veut venir récupérer son enfant pendant ce temps-là, ça pose souci. On le réveille pas. Et donc, en fait, les temps changent. Je crois qu'on a de moins en moins d'enfants qui font des journées très longues. Enfin, il y en a encore. Hein. Les 10 heures d'accueil extra-familial entre la garde à la crèche, la garderie du matin, l'école, éventuellement la garderie du soir. Mais il est de plus en plus découpé quand même. On accueille de plus en plus d'enfants qui viennent 4, 5 heures, 6 heures, avec des jours différents, ce qui peut poser aussi des soucis pour eux parce qu'ils ne retrouvent jamais les mêmes pères. Hein, et que le fait que l'accueil soit de moins en moins linéaire, c'est aussi un peu difficile pour les enfants. Oui, ça dépend quand même de l'organisation des crèches et de leurs exigences, parce qu'il y en a d'autres où, au contraire, à partir du moment où vous avez une place en crèche, eh bien, vous devez laisser l'enfant tous les jours, de telle heure à telle heure. Et même si le parent ne travaille pas, alors une fois exceptionnellement, il pourra ramener l'enfant à la maison, mais pas 2 fois et pas 2 fois dans la semaine. Hein. Parce qu'on vous fait sentir quand même. Ah ben si, j'ai des exemples. Ah bon on fait Nous, on fonctionne pas comme ça. Mais... Ah ben, tant mieux, mais on fait sentir aux parents que faisant ça, ils prennent une place qu'ils n'utilisent pas, alors qu'il y a plein d'autres demandes. Ça, c'est les non contraintes satisfaites que la CAF nous donne pour accéder à la crèche. Mais on dit, si le grand-parent est là, par exemple, n'hésitez pas. Ce temps partagé avec les grands-parents est un temps bénéfique pour les enfants. Ah oui, absolument. Mais alors, on a aussi des familles où l'un des 2 parents va se mettre à 80% pour être avec les enfants le mercredi. Alors, c'est plus souvent la mère que le père. Et c'est aussi, bien sûr, une diminution de salaire en conséquence. Hein. Bon, est-ce que c'est vraiment une organisation innovante? Ça devient relativement fréquent, mais je ne pense pas que l'innovation porte là-dessus. La France fait beaucoup financièrement pour l'accueil des jeunes enfants. En termes de prestations, elle est dans les pays qui consacrent le plus d'argent. Plus comme la Suède, plus que les Pays-Bas et la moyenne de l'OCDE. Mais en fait, elle fait beaucoup pour donner des prestations directement aux familles, quand d'autres pays plus performants du point de vue de la qualité de vie et des performances scolaires et des trajectoires de vie et de l'accès aux services de santé, etc., consacrent les crédits à l'accueil des enfants, une place pour tous les enfants dans certains pays de l'Europe du Nord, dès l'âge d'1 an. Et quand vous avez avant un congé parental obligatoire pour le père et obligatoire pour la mère, ben, ça fait la jonction dans un certain nombre de familles avec l'accès, la place assurée pour tous à la crèche. On en est loin.